122e lettre de Sénèque à Lucilius. Déjà les jours raccourcissent, ils ont un peu diminué, mais non sans laisser encore du temps disponible à ceux qui accompagnent le lever du jour, si j'ose dire. On est davantage consciencieux et homme de bien, si l'on guette ce lever. Honte à celui qui somnole encore quand le soleil est haut, et pour qui sa journée commence à midi. Et encore, pour beaucoup, midi se place avant leur aurore. On en voit qui ont mis sans dessus-dessous le jour et la nuit, et qui n'entr'ouvrent leurs yeux alourdis par l'orgie de la veille qu'au point où la nuit tombe. Tel est le sort, paraît-il, Virgile le dit, des gens que la nature a placés aux antipodes. Quand le premier soleil souffle sur nous la laine de ses chevaux haletants, pour eux l'étoile du soir allume la lampe de sa flamme. Tel est aussi, sinon le lieu, du moins le temps où vivent nos gaillards, diamétralement opposés à celui de tout le monde. Oui, ici à Rome, nous avons nos habitants des antipodes qui, comme dit Caton l'Ancien, n'ont jamais vu le soleil se lever ni se coucher. Est-ce qu'ils te paraissent savoir comment vivre, eux qui ignorent quand il faut vivre? Ils ont peur de la mort, mais ils s'y sont enterrés vivants. Oiseaux de malheur autant que le sont les oiseaux de nuit. Leur vie ténébreuse se déroule parmi les vins et les parfums. Ils passent la durée d'une nuit à rebours, en un festin fait d'une suite de festins, et pourtant ils ne banquettent pas. Ils célèbrent leur banquet de funérailles, avec cette nuance qu'on fête de jour les vrais morts. En revanche, lorsqu'on fait quelque chose, la journée, grand Dieu, est toujours trop courte. Sachons prolonger la durée de notre vie. À quoi sert l'existence et à quoi la reconnaît-on? À l'action. Économisons sur la nuit et transférons-en une partie sur le compte du jour. Les grives vendues pour les banquets publics sont tenues enfermées dans l'obscurité pour que l'immobilité les fasse engraisser. Ne pouvant plus rien faire, une boussifure les envahit et l'obésité s'épaissit sur leur corps inerte. Les stigmates de la maladie sont non moins visibles sur le corps de ceux qui se sont voués aux ténèbres. Leur teint est plus inquiétant que la pâleur des malades. Épuisés, exténués, ces vivants ont le teint cireux et une consistance de chair morte. Encore est-ce là, dirais-je, le moindre de leurs maux. Il y a beaucoup plus de ténèbres encore à l'intérieur de leur âme. C'est elle qui se referme sur elle-même, qui n'y voit plus rien et qui pourrait envier les aveugles. Car est-ce avoir des yeux que de les destiner aux ténèbres? Tu te demandes d'où peut bien provenir dans l'âme cette perversion d'éviter le jour et de transférer l'existence entière dans la nuit. Tout vice est un combat contre la nature et se dérobe au respect des règles naturelles. Dans le monde du plaisir, le propos est de placer sa jouissance à tout mettre à l'envers, à ne pas s'écarter seulement du droit chemin, mais à s'en éloigner le plus possible pour finir par se trouver diamétralement opposé à lui. Est-ce qu'ils ne vivent pas contre nature, ceux qui boivent avant les repas, qui commencent par mettre du vin dans leur estomac vide et ne passent à la nourriture qu'une fois ivres? Eh bien, un vice fréquent chez les jeunes gens qui fréquentent le gymnase est de se rendre ivre, ou plutôt de vivre en ivrogne à peine franchi l'entrée de la piscine, parmi les corps dévêtus, de se refaire transpirer en buvant sec et beaucoup pour recommencer à se racler. Boire après le déjeuner ou le dîner est vulgaire, ce sont la manière de pères de famille campagnards qui ne connaissent rien au vrai plaisir. L'alcool n'est délectable que s'il ne se mélange pas avec la nourriture, mais va librement jusque dans les moelles. L'ivresse préférée est celle qui s'installe en place libre. N'est-ce pas vivre au rebours de la nature que de porter des vêtements de femme? N'est-il pas contre nature que de faire ce qu'il faut pour que la fraîcheur de l'enfance se conserve à un âge qui n'est plus enfantin? Est-il rien de plus cruel, de plus misérable? Il ne sera jamais homme afin de pouvoir plus longtemps se prêter à un homme. Lui que son sexe devait avoir soustrait au viol, même son âge ne les soustrait pas. Ne vivent-ils pas au rebours de la nature, ces amateurs passionnés de la rose hivernale,
qui par des affusions d'eau chaude, par d'habiles transplantations, arrachent au sol, en plein solstice d'hiver, une fleur printanière? Au rebours de la nature, ceux qui plantent un verger en haut des tours de leur villa, et qui ont sur la toiture et le faîte de leur demeure une forêt qui ondule au vent et prend racine, à une hauteur où elle aurait difficilement élevé la cime de ses arbres. Au rebours de la nature, ceux qui jettent jusque dans la mer les fondations de leurs thermes, et ne croient pas nager assez voluptueusement si leurs bassins d'eau chaude ne sont battus du flot et de la tempête, ayant pris pour règle de n'accepter que ce qui va au rebours de la nature, ils finissent par un complet divorce avec elle. Il fait jour, disent-ils, c'est le temps du sommeil, tout repose, c'est le moment de commencer à nous activer, de prendre la litière, de déjeuner. Le jour n'est plus bien loin, c'est l'heure de dîner. Gardons-nous bien de faire comme tout le monde. Il ne serait pas bien de suivre dans la vie les voies battues, celles du commun. Le jour est à la foule, laissons-le lui. Faisons-nous un matin qui soit spécialement à nous. Ainsi parle-t-il. Ces individus, à mes yeux, sont des morts. Lucilius. Ne sont-ils pas tout près des funérailles, et même de funérailles nocturnes, eux qui passent leur existence à la lueur des torches et des cierges, existence que beaucoup menaient alors, je m'en souviens, en particulier Acilius Buta, ancien prêteur, qui avait mangé son énorme patrimoine et avoué sa gêne à Tibère, qui répliqua « Tu t'es levé trop tard ». Julius Montanus, poète supportable, connu comme ami de Tibère et aussi comme tombé en disgrâce, donnait lecture d'un sien poème où il avait mis plein d'aurores et de crépuscules. Un des auditeurs furieux disait que la déclamation avait duré tout le jour et qu'il ne fallait jamais mettre les pieds à une lecture publique de Montanus. Pour moi, répondit Pinarius Nata, c'est l'occasion de faire la plus belle action dont je sois capable, l'écouter du matin au soir. Montanus venait de déclamer ces vers. C'est l'heure où le soleil jette ses flammes ardentes, où le jour vermeil s'étend. C'est l'heure où la triste hirondelle fournit à sa couvée piailleuse une béquille qui ne sera pas la dernière et la lui partage délicatement. Or, il y avait là le chevalier Varus, familier de Vinicius et amateur de bon dîner, qu'il gagnait au moyen de sa méchante langue. À ces vers, il dit très fort, je cite, « Et c'est aussi l'heure où Buta s'endort ». Puis, comme l'autre s'était remis à déclamer, je cite, « Déjà les bergers ont ramené le troupeau au bercail, déjà le soir paresseux commençait à verser le silence sur la terre assoupie. » Fin de citation. Lorsque Varus rouvrit la bouche, « Comment? C'est déjà le soir? Il faut que je m'en aille. Je vais présenter mes salutations matinales à Buta. » Tout le monde était au courant du rythme de vie de Buta qui tournait à l'envers. Beaucoup faisaient comme lui à cette époque, je l'ai dit. Si certains adoptent ce rythme, ce n'est pas que la nuit est en elle-même un charme particulier pour eux. C'est que rien ne leur plaît de ce qui s'offre à tous. C'est que le grand jour pèse aux mauvaises consciences et que celui qui, en toute manière, convoite ou méprise les choses, selon qu'elles s'achètent plus ou moins cher, est écœuré par la lumière, qui ne coûte rien. En outre, les hommes de plaisir veulent que la vie qu'ils mènent occupe leur vie durant les propos du monde. N'en dit-on rien? Ils se disent qu'ils ont perdu leur peine. Aussi ne sont-ils pas heureux quand ils font quelque chose qui ne se sait pas. Il est courant de manger sa fortune, courant d'avoir une maîtresse. Pour se faire un nom parmi ces gens-là, la dissipation ne suffit pas. Il la faut plus originale. Dans une cité aussi affairée, un vaurien banal ne fait pas parler de lui. Pédo Albinovanus, un causeur des plus fins, racontait devant moi qu'il avait habité à côté de la maison de Sextus Papinius, lequel appartenait à la bande des hommes blattes. Vers 9 heures du soir, nous disait-il, j'entends un bruit de coups de fouet. Je demande ce qui lui prend. On me répond qu'il se fait rendre compte de la journée. Vers minuit, j'entends qu'on pousse des cris. Je demande ce qui se passe. Et on me dit qu'il fait sa gymnastique vocale. Vers 2 heures du matin, je demande à quoi rime ce bruit de roue et on me dit qu'il se fait véhiculer quelque part. Au lever du jour, c'est le branle-bas.
On rappelle les esclaves, sommeliers, cuisiniers se démènent, et je demande ce qui se passe. On me dit qu'il a réclamé son bien mielé et sa bouillie, il sort du bain. Tu prétends que son dîner se prolongeait dans la soirée? Quelle erreur! Il menait une vie très frugale, il ne gaspillait rien que les heures nocturnes. Ainsi, Lucilius, quand on disait à Pédo que Papinius était avare et ladre, il répliquait « Vous allez bientôt prétendre qu'il vivait de bouts de chandelle. » Ne t'étonne donc pas de découvrir dans le vice tant de singularité. Il est divers et se présente sous mille faces et échappe à toute généralisation. Il est facile de prendre en compte le bien. Le mal est multiforme et offre autant de variétés nouvelles qu'on peut l'imaginer. Quand on meurt, il en est de même. Si l'on suit la nature, elles sont aisées, déliées et ne comportent que peu de différences, alors que les mœurs biscornues de ces gens-là diffèrent de celles de tous, et aussi entre elles. Mais la grande raison, à mon sens, de cette maladie demeure le dédain de faire comme tout le monde, tranchant sur les autres par leurs vêtements, le raffinement de la table, l'élégance de leur véhicule. Ils veulent aussi se distinguer par leurs emplois du temps. On ne peut pas faire des péchés banals quand on considère la mauvaise réputation comme une récompense du péché. Or, c'est elle que convoitent ceux qui, si l'on peut dire, vivent à contre-temps. Ainsi, Lucilius, restons sur le chemin prescrit par la nature, et ne nous en écartons jamais. Si on le suit, tout est facile et simplifié. Aller contre la nature, c'est se faire une vie de rameur contre le courant.